Entreprendre vous permet de mieux vous organiser, vous fixez vous-même vos objectifs, ce qui vous permet d'adapter votre emploi du temps en conséquence. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre les rouages de l'entrepreneuriat agricole à travers notre référence de la semaine. Nous parlerons aussi de la décoration d'intérieur, de femmes concasseuses, puis de l'économie. Mais avant, on s'installe avec Richard Flash. Mi non do mi dese we no beme. Mi no forte bodo oude. Mi non do gladi ba we no beme. Borondo, tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to belome. Me de magnon we na joche jume. Benoît Corsi. Le naïe. Asaka media jason yese idotowe. Kukubeja edome. Me devo simu si etona we. Wetwa doni wide. Me devo si kanjo ye fiondo la mena we. Wetwa do mon wede me. Akaja fote boje gladi bati bomborondo. Tu sais qui je suis. Aja fote boje wide me monti. Bonon toi dansi tegbe. Bonondo, tu sais qui je suis. Oh non, et me honon lo bonaja. Beto maninunde, mini guadansi no beme. Beto maninunde la, beto maninunde pepe. Beto go anutere, beto go ninutere. Beto maninunde pepe. Beto go anutere, beto go anutere. Asare mate gande ma khoye yo miro fofo sila memble meno no fote borondo kanton ko wele echichi kagrea mi ko kankaka bweglo avo mi wa chondo beto maninunde zero beto maninunde pepe zero ifa beto go nyinu tiere zero beto go anu tiere zero beto maninunde shei dona yeni sebo yeni sebo beto maninunde la beto maninunde pepe ajeli never sink. Joël Badjoula. Zéro, c'est le titre du morceau, un titre de Richard Flash qui prône l'humilité tout simplement entre humains, l'humilité en toutes choses. Après cette douceur, on va recevoir Ariane Da Silva et son invité dans Référence. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien.
Gloria Oni, bonjour. Bonjour. J'espère que ça va. Ça va super bien. D'accord. Alors, Aria, nous parlons ce midi de l'entrepreneuriat agricole comme un secteur florissant. Oui, puisque nous recevons quelqu'un qui est très investi dans le domaine. Il s'agit de José Herbert Achododi, c'est bien ça, hein? Exactement. Voilà, j'ai bien prononcé le nom. Bonjour. Alors, il est ingénieur agronome, socio-économiste, spécialisé en accès inclusif au financement agricole. Il est diplômé de 2 masters en agronomie et en microfinance. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'engagement citoyen et l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'est lancé en 2018 en cofondant une entreprise de consulting agricole spécialisée dans l'appui aux acteurs agricoles et agroalimentaires. Il gère aussi une boutique en ligne pour l'approvisionnement en produits agricoles. Franchement, il est en plein. Il est multifonction, quoi. Il fait tout finalement. Alors, José, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, bonjour à tous. après des diplômes en agronomie, en microfinance, pourquoi l'entrepreneuriat finalement? Merci, c'est une excellente question qu'on me pose parce que j'ai eu l'opportunité, après ma formation professionnelle, d'exercer justement en tant que collaborateur de plusieurs organisations dans le secteur agricole au Bénin. Et donc, après cumul des expériences, c'est important qu'on puisse justement se confronter aux réalités du terrain parce qu'on nous dit souvent que quand on est coach ou conseiller en agriculture et qu'on ne se confronte pas réellement à ces réalités-là, on n'a pas forcément une idée de toutes les substances ou des réalités que vivent les entrepreneurs dans le secteur. Donc, en sachant bien sûr que le secteur dans lequel nous sommes englobe tous les chantiers qui sont les problématiques du secteur agricole au Bénin. Évidemment, c'est ces éléments-là qui nous ont motivés. Moi, seul au début, mais finalement, rejoint pas d'autres collègues à lancer Crystal Agribusiness. On n'a pas fait de publicité ici. On n'appelle pas de nom d'entreprise ici. Donc voilà ce qui nous motive et effectivement on rencontre toutes les problématiques du secteur agricole, je précise de la ferme à l'assiette. Et c'est pour ça que les appuis conseils que nous accordons aux collaborateurs, aux personnes qui nous sollicitent vont véritablement de la ferme jusqu'à l'assiette. On aura le temps de revenir sur les détails. D'accord. Alors, puisque vous êtes, en fait, je vais dire des acteurs de la chaîne agricole, on va dire ça comme ça. La chaîne de valeur agricole. Voilà, la chaîne de valeur agricole. À votre avis, comment se porte le secteur sous nos cieux? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup pour le secteur de l'agriculture. Mais vous, de votre point de vue d'acteur du secteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de dynamiques, que ce soit institutionnelles, publiques, même des acteurs privés aussi, en tant que PTF, partenaires techniques et financiers, qui investissent beaucoup dans le secteur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. En fait, ce secteur occupe environ 70% de la population active du Bénin. Et sans agriculture, en réalité, on n'a pas de nourriture. On est d'accord là-dessus. Et donc, c'est un secteur vital. Et ça veut dire que la majorité de ces acteurs-là ont davantage besoin d'être renforcés. Qu'ils soient producteurs, quand on parle du premier maillon, qu'ils soient transformateurs, quand on parle du maillon qui concentre davantage d'intérêt parce que c'est là, justement, qu'il y a plus de valeur ajoutée. Heureusement ou malheureusement, mais ça c'est des détails économiques. Mais la réalité est qu'il y a encore beaucoup à faire et le constat actuel au Bénin, c'est qu'il y a un investissement massif qui se fait sur des cultures et des filières prioritaires. Vous savez, le gouvernement a défini des zones et des pôles de développement agricole, 7 précisément, et donc chaque zone est dédiée à des cultures spécifiques. Et je pense que c'est des dynamiques qu'il faut encourager et continuer par s'intéresser justement au renforcement des acteurs. D'accord. Alors, vous gérez ou vous co-gérez une entreprise, vous avez une boutique en ligne, vous êtes écrivain. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Comment vous trouvez le temps entre toutes ces activités? J'avoue que c'est une excellente question, effectivement. Et ce qu'on a fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance finalement de ne plus être seul et de travailler avec des équipes. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour l'entreprise et justement pour pouvoir moi-même, avec mes activités personnelles, au-delà du professionnel, pouvoir me gérer. Ça, c'est une auto-organisation, on va dire, avec établissement des priorités, de savoir quelles sont les urgences, quels sont les dossiers sur lesquels je dois travailler. Et forcément, il y a des équipes qui travaillent en amont. Et donc, quand vous avez une position de plutôt juste regarder, orienter, superviser, je pense que ça ne demande pas trop de temps et que c'est possible d'être écrivain en même temps, d'être conférencier par ailleurs.
La co-gestion d'une entreprise, est-ce que c'est toujours aussi facile? Parce que beaucoup de gens n'aiment pas forcément travailler en équipe. Effectivement, et ça fait partie des réalités dans toute société humaine. Du moment que vous avez deux humains en présence, c'est clair qu'il y a un risque de conflit, c'est-à-dire que des problèmes interpersonnels peuvent subvenir, c'est évident. Encore que s'il y a un intérêt économique en commun, ça complique davantage les choses, ça fait deux problèmes que vous devez gérer. Et donc, effectivement, on arrive. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problématique dans cette cogestion, mais on arrive à le faire parce que l'entente est définie, pas des statuts, pas des documents qui sont officialisés, qui définissent aussi les parts dans la propriété de l'entreprise, qui définit également les responsabilités de chacun. Donc à tout moment, on est à même de dire « Ah, monsieur, vous avez telle tâche à accomplir, on vous attend sur tel dossier, on vous relance ». Effectivement, et dans le dialogue, on réussit à débloquer les éventuelles disputes ou discussions, je préfère. Et dans le fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui, combien de personnes travaillent avec vous? Votre équipe est constituée de combien de personnes? Nous avons une équipe actuellement de 6 cofondateurs et pour le personnel qui collabore avec nous, 4 jeunes qui sont à la fois sur le terrain et aussi au bureau et avec qui on collabore sur justement les tâches opérationnelles, comme je disais précédemment, où on confie quand on a des dossiers pour que ces personnes-là puissent gérer avec nous. Ça fait globalement une dizaine de personnes avec qui nous travaillons. Et en parallèle, on a un engagement associatif, donc on a mis en place une organisation à but non lucratif qui mobilise aujourd'hui une 50aine de volontaires sur le territoire national. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans le numérique. Quelle est la place du numérique dans tout ce que vous faites, dans vos entreprises? Puisqu'il y a une boutique, il y a une entreprise, il y a l'industrie du livre à côté. Donc, quelle est la place du numérique dans tout ça? C'est incontournable d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. C'est pour ça que toute initiative sur laquelle moi je travaille, on demande prioritairement d'avoir un espace en ligne, donc site internet obligatoire. En plus d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir relayer tout ce qui concerne la communication. Maintenant, de manière précise dans le secteur agricole, effectivement, il y a encore des enjeux parce que vous connaissez, je ne vais pas vous apprendre le taux de connectivité dans nos régions. Quand on parle d'agriculture, ce n'est pas à Cotonou, ce n'est pas à Calavi, c'est prioritairement plus à l'intérieur du pays où c'est encore compliqué. Donc, il y a beaucoup d'avancées encore à faire dans l'usage du numérique. Par contre, pour faciliter justement l'accès au marché des acteurs, nous avons envisagé justement de mettre en place une marketplace. C'est une boutique en ligne. Ça veut dire que vous pouvez être chez vous, vous commandez un produit, on vous le livre chez vous. Ça vous permet justement de gagner du temps et de ne plus vous tracasser de quelle est la qualité du produit parce que nous, on s'en occupe justement. Donc, je parle là maintenant sous le contrôle de Rebecca. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des choses avec l'IA par exemple? L'intelligence artificielle, ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé? L'IA est incontournable aussi, parce que moi je suis de nature curieuse, donc du coup je m'intéresse à tout ce qui est nouvelle dynamique qui puisse nous permettre justement de faire un gain de temps. Et donc l'intelligence artificielle précisément dans le secteur qui me préoccupe, l'agriculture, est encore à ses débuts, on va dire, précisément au Bénin. Ce qu'on utilise justement, c'est sur l'aspect de la rédaction pour faciliter un certain nombre de recherches documentaires, par exemple. C'est beaucoup utilisé ChatGPT chez nous pour pouvoir justement gagner du temps sur des recherches documentaires. Mais des applications pratiques, il y a encore du chemin à faire, je peux dire. Ariane Da Silva, si tu permets. Alors, vous êtes dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole depuis combien de temps déjà? Bientôt, alors je dirais depuis 2018, on s'est lancé dans l'entreprise, mais je travaille dans le secteur depuis 2014, donc bientôt 10 ans. Voilà, donc bientôt 10 ans forcément. Vous pouvez partager avec les téléspectateurs ce que vous considérez en tout cas comme les clés de réussite en entrepreneuriat, surtout volet agricole. Merci beaucoup. C'est une vaste question, effectivement. Je vais essayer d'aborder quelques leviers qui me sont tout de même importants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans la terre, on est d'accord. Donc l'accès au foncier, c'est un élément
capitale. Il y a des dynamiques aujourd'hui d'accompagnement des jeunes pour pouvoir donc mettre en exploitation un certain nombre de domaines qui ne sont pas encore valorisés et qui sont disponibles aujourd'hui dans nos différentes régions. Le côté négatif ou ce que nous on a remarqué de déplorable justement, c'est que les jeunes ne s'y intéressent pas ou de moins en moins à l'agriculture. Donc il y a un travail. Mais à votre avis, pourquoi c'est comme ça? Oui, et j'en viens justement parce que l'attractivité du secteur ne permet pas justement à nos jeunes, quand ils voient l'agriculteur historique avec sa roue et sa daba, d'aller au champ dans ces mêmes conditions. Donc il y a une motivation qui doit justement vous soutenir pour que vous puissiez aller dans ces conditions. Moi, est-ce que vous avez plus de moyens pour investir? Et c'est là on parle d'agriculture moderne avec les équipements qu'il faut. Ça vous permet de ne plus trop vous fatiguer. Et donc justement, c'est une motivation personnelle. Et je pense qu'il n'y a pas un meilleur bonheur que de contribuer à l'alimentation. Comme je disais, sans l'agriculture, il n'y a pas de nourriture. Et donc, ça devrait être une préoccupation de tout le monde. Qui ne s'intéresse pas à l'agriculture ne devait justement pas s'intéresser à la nourriture. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. À la nourriture. Oui. Alors, selon vous, il faut faire quoi pour justement motiver la jeunesse, puisque vous avez commencé par le dire, les jeunes ne s'intéressent pas trop à la terre. Est-ce que c'est pas aussi parce que pendant longtemps, on est resté dans la logique que l'agriculture, c'est pour les paysans, l'agriculture, c'est pour nos parents qui sont au village. Aujourd'hui, on peut parler de l'agriculture moderne, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'il faut motiver la jeunesse pour que cette jeunesse s'intéresse aussi bien au numérique qu'à l'agriculture? Excellente question, merci Rebecca. Et ce qu'il faut justement faire, c'est renforcer davantage l'attractivité du secteur. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité première des jeunes, c'est-à-dire que c'est l'État qui crée les conditions, c'est les acteurs qui sont en présence à travers des projets spécifiques qui facilitent un certain nombre de conditions pour les jeunes. Vous savez, dans nos régions rurales, c'est très compliqué d'accéder à certains champs parce que les routes sont dégradées. Et donc, une facilitation serait déjà d'actionner des leviers pour que ces routes-là soient plus praticables pour faciliter le transport et des personnes et des produits, par exemple. Et donc, pour les jeunes, je pense, et ça, c'est l'une de nos activités de passion, c'est toujours communiquer et informer sur les opportunités des secteurs, sur les différents maillons, que ce soit la production, la transformation, et aussi la commercialisation et de plus en plus informer les jeunes qu'il y a des opportunités de services agricoles. Sans qu'on ne soit à la roue, à la daba dans son champ, il y a la possibilité d'être conseiller agricole, d'être animateur ici. Et c'est déjà une manière de contribuer au secteur parce qu'il y a tellement de dynamiques que la spécialisation des acteurs nous permet de gagner du temps et aussi d'avoir des acteurs de référence, par exemple, dans la commercialisation qui ne font que ça. C'est déjà des leviers importants pour avoir des gains de productivité dans le secteur. D'accord. Oui. Mais au-delà de tout ça, Ariane Da Silva, tu permets, au-delà de tout ça, de la motivation par les conférences, de la motivation par tout ce que le gouvernement fait déjà pour le secteur de l'agriculture, tout ce que, en tant que secteur privé, acteur, vous faites déjà pour le secteur. Est-ce qu'au-delà de tout ça, il ne faut pas partir des exemples concrets pour montrer à la jeune génération que on peut réussir tout en étant dans le milieu de l'agriculture et prendre des exemples concrets, partir des exemples concrets aussi bien au plan national qu'au plan international, montrer que telle personne a démarré par l'agriculture aujourd'hui réellement innove dans ce domaine et émerge. Au lieu de tout le temps dire l'agriculture, vous savez, la terre ne ment pas. Le même discours, est-ce qu'il ne faut pas changer autrement? Changer le discours, effectivement, c'est réel, mais ça ne va pas nous empêcher de produire. On est d'accord. Donc, montrer les exemples de réussite, ça permet de motiver. Et nous, on le fait au quotidien, notamment en utilisant les différents réseaux sociaux, en partageant des exemples de réussite des entrepreneurs dans le secteur agricole et même nous-mêmes, en montrant l'exemple que nous sommes acteurs, parce que nous avons, au-delà de faire du service, d'accompagner les acteurs, nous exploitons nous-mêmes des domaines, notamment à Boycon et à Basila, où nous faisons des applications apicoles. Et donc, ça permet de montrer au quotidien qu'on est dans l'action aussi
Et donc, c'est des exemples qui motivent davantage les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont compris, parce que les lycées techniques aujourd'hui ne désemplissent pas. C'est vrai. Ouais, beaucoup de jeunes sont là-bas, ils apprennent à manier la terre comme c'est pas permis. Donc voilà. Alors, José, dites-nous, dans 10, 15, 20 ans, comment vous voyez votre entreprise? Quels sont vos projets? Merci beaucoup. L'entreprise aujourd'hui est dans une phase de pouvoir conquérir de nouveaux marchés, de multiplier ses partenariats et donc je pense que dans 10 ans, on va continuer dans cette dynamique en ayant eu le temps d'acquérir assez d'expérience justement pour être, comme on l'ambitionne, un acteur de référence dans le secteur agricole au Bénin, mais aussi ouvrir, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde ouvert et connecté, ouvrir des potentialités, des opportunités au-delà du Bénin, dans d'autres contrées en Afrique où on a déjà des partenaires et aussi en Europe évidemment. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes aussi un acteur de la société civile, vous militez beaucoup, vous avez une vie sociale en gros. C'est important d'avoir une vie sociale quand on est entrepreneur? Je pense que l'engagement citoyen est un levier aussi important pour pouvoir contribuer parce que quand vous êtes acteur économique, vous avez une vue plus ample justement des problèmes que rencontrent les communautés et c'est de cette manière-là que si vous êtes aussi engagé socialement, vous pouvez apporter des réponses ponctuelles à des problématiques de société. Et ce n'est que ça l'engagement citoyen, identifier des problèmes et apporter des approches de solutions de façon désintéressée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloria Oni, on a envie d'entendre le son de ta voix sur la question. Qu'est-ce que toi tu penses de l'entrepreneuriat agricole très rapidement? D'abord, comme il a dit, l'entrepreneuriat agricole, c'est la base de tout développement parce que quand il n'y a pas la nourriture, quand vous n'avez pas de quoi manger, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas évoluer dans la vie. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où c'est d'abord ça, l'agriculture. Donc, si je dois dire quelque chose, il faut que les jeunes s'y mettent. La terre ne mange jamais. C'est pas le vieux discours, c'est le nouveau discours. D'accord. Ariane Da Silva, merci. José Hébert Ahododé, merci également. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, socio-économiste spécialisé en accès inclusif au financement agricole. C'est bien ça. Et avec vous, on parlait de l'entrepreneuriat agricole comme secteur florissant. Merci de rester encore avec nous sur ce plateau. On apprend à présent un autre mot dans Écho. Ariane Da Silva, on est toujours avec toi pour mieux comprendre le thème, la bourse des valeurs. Oui, et pour comprendre ce thème, je vais vous inviter à suivre cet élément. Il y a un économiste, notre économiste maison, qu'on reçoit depuis les États-Unis, bien sûr, qui nous répond. Alors, on l'écoute. La bourse des valeurs est un lieu où s'échangent les valeurs mobilières. Ceci fait appel à la notion de valeur mobilière. Une valeur mobilière est un instrument financier qui peut être un titre de propriété, c'est-à-dire une action par exemple, ou un titre de créance, c'est-à-dire une obligation. Quand vous avez des actions dans une entreprise, par exemple, vous avez une part de propriété de cette entreprise-là. Et quand vous avez des obligations détenues par des agents économiques, cela veut dire que ces agents économiques-là vous doivent de l'argent. Donc vous avez une créance sur ces agents économiques-là. Comme valeur mobilière, on peut aussi citer les titres de créances négociables, les stocks options, etc. On observe sur la bourse des valeurs plusieurs types de marchés, notamment le marché d'échange qui échange les devises, la bourse du commerce qui échange les matières premières, la bourse du travail qui échange les main-d'œuvre, etc. Dans l'UEMOA, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, est la bourse des valeurs qui enregistre donc les entreprises.
Et voilà, Ariane Da Silva. Alors, je retiens que la Bourse des valeurs est un lieu de vente et d'achat d'actions, d'obligations. La dernière fois, on parlait ici de marché. Du marché, on va voilà, dire que c'est un genre de marché, en fait. Ok, un genre de marché voilà. où on achète les actions et on les revend. Voilà. D'accord. D'accord. Elle permet ainsi de transformer l'épargne des ménages en ressources pour les entreprises. La preuve, parfois on parle d'investir en bourse. Ça veut dire que je prends mon argent que je vais investir en bourse et ça peut aider d'autres personnes à développer leurs entreprises. Vous avez par exemple ici des banques qui vendent des actions et tout que des gens vont acheter et après quand il y a des bénéfices, tout le monde partage. En fait, c'est la prospérité partagée. Simplement. J'en entends parler beaucoup ailleurs, mais au Bénin, c'est rare ou bien Non, il y en a. Il y en a, oui. d'accord, Oui. d'accord. Il y a des structures qui s'en occupent. L'État également, je pense, fait l'exercice. L'exercice de la bourse des valeurs. Oui, des valeurs. Oui. Ariane Da Silva, merci pour ces notions. On te retrouve la semaine prochaine sur d'autres thématiques. Mais en attendant, merci de recevoir et d'installer J'ai testé pour vous. J'ai testé pour vous est à Dassa ce midi. Nous sommes avec les femmes concasseuses Gloria Oni. Mais bon, entre-temps, elle nous a rejoint sur ce plateau, Jennifer Sativi. Jennifer, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Ariane. Bonjour. J'espère que ça va. Ça va, je vais bien. Alors Gloria, j'ai testé pour vous. Exactement. On s'intéresse cet après-midi au concassage. Je suis allée dans les collines, plus précisément à Dassa. Donc je crois qu'on va suivre l'élément et revenir en plateau. On y va donc. Ici, on diversifie, on protège et on entretient ses rapports avec les pierres en réduisant les collines en de gros fragments. C'est un art ancestral à la fois facile, complexe et plein de concentration. Les pratiquants de cette activité vont à l'assaut des montagnes, des grottes, à la recherche des collines à concasser. Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre rubrique que j'ai testé pour vous, nous allons obtenir des granites, des graviers et des pierres d'ornement. Bonjour à tous. Nous sommes à l'assaut des montagnes, nous sommes ici dans les grottes à la recherche des pierres à concasser.
Pour avoir le caillou, c'est un peu difficile. Des fois, on cherche les bois pour faire le feu sous les collines. Là, ça nous facilitait la tâche de trouver le caillou. Des fois, on creuse même le sable. Si tu vois qu'il y a un petit de caillou ici, tu vas creuser le trou. C'est très mal à la hanche. Maman aussi. « 2015. Elle dit qu'elle fréquentait, mais qu'elle est tombée, arrivée en classe de 6e, qu'elle est tombée malade. Et après la maladie, elle a laissé les classes. Et c'est après avoir laissé les classes qu'elle a commencé cette activité, le concassage. Et il a secoué, et on met le ébi, on met au bout, donc elle a un enfant, mais pas encore marié, mais elle a déjà un enfant. Ok. Elle dit que la mesure est à 250 francs. En 30 minutes, on arrive à remplir, à avoir une mesure. Maintenant, si tu n'es pas assez dynamique, tu passes plus d'1 heure de temps avant d'obtenir une mesure qui se vend à 250 francs. Donc, si on suppose qu'elle vient à 9 h le matin et qu'elle doit finir à 18 h, ça fait 9 heures de temps de travail. Ça fait 9 heures de temps de travail. Alors si tu n'es pas assez dynamique, avec 9 heures de temps de travail, tu obtiens 250 francs CFA x 9. 250 francs CFA x 9 en une journée. Ces pierres que nous venons de concasser vont servir plus tard dans la construction des routes et des maisons. Aussi, elles ne jouent pas que ce rôle de construction, elles apaisent et relaxent. Il me disait qu'il y a une surprise pour moi à la fin, donc un spécial merci à Mohamed Bio pour le montage, n'est-ce pas? Quel beau test, Gloria Oni. Franchement, vous avez réellement vécu l'atmosphère autour de cette activité. Comment est-ce que ça s'est passé sur le terrain, au-delà de ce que nous avons vu là à l'antenne, très rapidement? Oui, il faut noter que nous avons fait 2 jours de tournage. Wow. Vous avez vu 6 minutes ou 7 minutes, mais on a fait 2 jours de travail. J'avoue que c'est très compliqué, c'est difficile. Et je passe par ce canal pour féliciter toutes les femmes qui travaillent sur les sites de carrière, de concassage. Il faut aller au-delà de ces efforts, il faut aller dans les grottes, aller chercher les pierres, revenir, les concasser et vendre la mesure. La bassine que je transportais, cette mesure-là est à 250 francs. Wow. Franchement. Et il y a un détail qu'on a aussi oublié. Elle a dit qu'elle a démarré l'activité depuis 2015. Et de 2015 à 2024, nous sommes actuellement en 2024, vous connaissez, vous avez une idée de son économie, ce qu'elle a pu économiser durant toute cette période-là. 30 000 francs CFA. Seulement. Mais oui,
30 000 francs CFA. D'accord. Alors, chères dames, vous avez chacune 1 minute juste pour intervenir sur la question. Ce test, qu'est-ce que vous pensez de ce test de Gloria Oni? On a oublié de dire que Gloria Oni est allée au village. Chez elle. C'est important de préciser ça, puisqu'elle maniait la langue. La localité. Franchement, non, mais je pense que ces femmes sont à féliciter. Moi, je ne sais pas si je pourrais le faire. Parce que ce sont des risques qu'elles prennent. Aller dans la grotte, c'est un risque. Revenir concasser, c'est un risque. Oui, c'est un risque. Tu risques peut-être de te blesser, de te faire mal. Franchement, chapeau. Moi, comme quoi, je ne sais pas quoi. Oui. Et toute l'énergie. En fait, je me demandais à chaque fois quand je les regarde, je me dis, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et elles vont finir tout ça, rentrer chez elles, aller cuisiner pour leurs époux. En tout cas, félicitations. Moi, j'ai eu mal au corps pendant moins 112 heures. On imagine parce que tu n'étais pas habituée. Bravo, c'était très, très Jennifer, oui. Justement, féliciter Gloria, féliciter aussi cette dame-là. Chapeau, quoi. Peut-être que c'est l'habitude, mais je pense que je n'aurais pas pu. J'aurais opté pour une autre activité si j'étais à la pêche. Jennifer, c'est la pêche. Merci et beaucoup, peut-être que Gloria pourrait nous proposer cet élément pour le 8 mars, parce que ce serait une façon de rendre hommage à cette dame. Je pense que c'est prévu. Oui, c'est prévu. Je dois faire un mini magazine pour le journal. Ne vous en faites pas. D'accord. Et il y a un truc aussi que j'ai oublié. Est-ce que vous savez qu'on arrive à fabriquer des mortiers avec les collines? Oui. Je vous assure. J'ai vu l'image. Je sais qu'on fabrique des pierres à moudre. J'ai vu l'image grâce à Gloria. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Gloria Oni. On te retrouve bientôt pour d'autres tests. Et on espère en tout cas, parce que depuis l'avènement des Vaudou Days, franchement, les tests qu'on a par ici, ce sont de magnifiques et beaux tests. On installe à présent ma dernière rubrique à déco. Jennifer Sachivi, la décoration d'intérieur, on en parle ce midi. Absolument, nous parlons de la décoration d'intérieur et puis plus particulièrement comment donner des couleurs, comment rendre l'atmosphère chaleureuse quand on est chez soi. Vous savez, quand on a un beau cadre, quand c'est chaleureux, on n'a presque plus envie de sortir. Donc il y a certainement de petites astuces que nous pouvons toutes faire et nous en parlons aujourd'hui avec justement notre invitée. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour mademoiselle Jennifer. C'est la timidité. Ne soyez surtout pas timide. Sur ce plateau, il n'y a pas de timidité. D'accord. Aurore Akplogan, vous êtes décoratrice d'intérieur et ça vous connaît, c'est un peu votre spécialité, comment rendre chaleureux une maison. Déjà la décoration, quelle est son importance quand on est chez soi? Est-ce qu'il faut y accorder une importance particulière ou est-ce qu'on peut juste poser un coussin et puis vivre heureux? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Merci, madame. Je commencerai par dire que la décoration occupe une place très importante dans une maison, dans le sens où la décoration, c'est d'abord essentiel. Quand je suppose que vous quittez le boulot à 20h, vous avez eu une journée stressante. Vous rentrez à la maison, il y a le canapé de l'autre côté, il y a le lit de ce côté, tout est désordonné. Je ne pense pas que si, une fois au boulot, avec tout le stress, bon, moi je me dis quand je quitte le boulot, je me dis j'ai hâte de rentrer à la maison parce qu'il y a un cadre agréable qui m'attend. Je suppose que vous êtes bel et bien habillé. Aujourd'hui, on vous suit et on rentre chez vous. Et on voit que l'habit que vous portez ne reflète pas la beauté de votre maison. La décoration, je dirais qu'il faut vraiment prôner pour ça. Si vous êtes n'importe qui, il faut prôner pour que la décoration, pour que les choses soient à leur place chez vous. D'accord. Comment les choses seront à leur place? On a un dispositif classique, hein, peut-être divan, fenêtre, etc. De quoi faut-il tenir compte? Est-ce qu'il faut choisir en fonction des couleurs? Est-ce qu'il faut choisir en fonction des objets pour être sûr qu'on est chez soi et qu'on a de la chaleur? D'abord, il y a un truc qu'on appelle le style personnel. Quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, vous allez voir que la plupart des décos, ils associent ça avec l'art de la Côte d'Ivoire, quoi. Vous allez voir des tissus, des cantes et tout ça.
Si vous êtes quelqu'un, vous êtes dans la modernité, il faut choisir des articles qui vont avec votre style. Est-ce que vous voyez un peu? Parlons de la disposition des articles. Je suppose que vous êtes une personne lambda, vous ne maîtrisez pas trop. C'est en ce sens que vous pouvez faire appel à une décoratrice d'intérieur. Et si vous voyez que vous recherchez une certaine touche plus précise, là vous faites appel à la décoratrice d'intérieur. Elle vient, elle vous donne des astuces, elle vous donne des idées. Là maintenant, pas même d'un rendu 3D. Parce que quand je viens dans votre espace, je vous fais un rendu. Et vous avez déjà une idée de comment votre décoration sera, comment les meubles seront associés, comment les couleurs. Parce que quand on parle de... Vous pouvez nous donner de petites astuces, hein, on va quand même en profiter puisque vous êtes sur le plateau. De quoi faut-il tenir compte pour choisir? Est-ce qu'il faut privilégier pour un fond blanc des couleurs plus flashy? Dites-nous, ne serait-ce que de petites astuces. Parlons de l'harmonisation des couleurs. Je suppose une couleur blanche. Quand vous rentrez dans une pièce avec une peinture blanche, on a l'impression que la pièce, elle est grande, même quand ce n'est pas grand. Parlons d'une pièce où la peinture est noire. On a l'impression que la pièce, elle est réduite, même quand ce n'est pas réduit. Vous comprenez? Et il faut, en choisissant les couleurs, il faut que les couleurs s'harmonisent. Est-ce que vous comprenez? Pour du blanc, il faut peut-être quelle couleur? Bon, pour du blanc, rouge, non, bleu. je ne dirais pas du rouge. Parce que la couleur rouge, c'est une couleur très risquée dans la décoration. Vous comprenez? C'est une couleur qui ne déstresse pas forcément des gens. Parce que, bon, je vous dirais que 80% de ma clientèle, quand je dis quelles sont les couleurs que vous aimez, la plupart c'est du gris, du blanc, du beige, des couleurs qui apaisent en fait. Mais la couleur rouge, c'est une couleur très vive, donc vraiment, ce n'est vraiment pas... Surtout pas. Vous comprenez? Maintenant, parlons de la couleur blanche. La couleur blanche peut être associée avec du gris. Vous comprenez? Avec du beige, du marron, des couleurs qui vraiment se marient. Et la couleur rose? La couleur rose, je dirais que bon, rose, je parie. Bon, là, pour la couleur rose, ça fait un peu femme. Ça s'harmonie avec presque la couleur blanche. Si vous utilisez du rose, je ne sais pas quel rose vous avez, mais si vous utilisez du rose fuchsia, ça peut s'harmoniser avec du rose saumon. Est-ce que vous comprenez? Il faut un alliage dans les couleurs. Je suppose que vous avez, et votre chambre est peinte en couleur rose. Je vous assure que si un de vos meubles est de couleur rouge, ce sera catastrophique. Donc, en choisissant vos couleurs, il faut qu'elles s'harmonisent. Il ne faut pas rendre l'espace vraiment constipant. Voilà. Et je dis aussi à mes clients que c'est pas parce que l'article est joli, c'est pas parce que tu vois que l'article est joli que ça rentre forcément dans ton cadre. Vous comprenez? Parce que je sais qu'il y a... Pour le choix des articles, justement, on voit un peu de petits miroirs par ici, de petites décorations, comme vous disiez, en bois, en tissu, etc. Quel article privilégier, que ce soit dans les meubles ou dans les accessoires de décoration, très rapidement? D'abord, ce qui importe le plus, c'est les meubles. Dans une déco réussie. Les articles dont vous parlez, ce sont des accessoires qu'on essaie d'ajuster pour donner un peu plus de la valeur à la déco. Sinon, ce qui prend le plus, c'est les meubles. Quand je parle de meubles, je parle de divan. Vous comprenez tout ce qui a rapport. Voilà les Et quelle couleur de canapé est généralement recommandée? En tout cas. Ça dépend de la couleur ou bien? Du gris clair, c'est une couleur qui ne trompe pas. Il passe partout. Dans tout type de déco. D'accord. Est-ce que, pour finir très rapidement, est-ce qu'il faut appliquer peut-être le même principe quand on veut de la chaleur à la maison que par exemple quand on veut faire une ambiance, je dirais, romantique? Là, vous parlez d'un événement. Et là, il faut faire appel à une décoratrice événementielle. Ça dépend de la manière dont vous maniez. Vous savez manier les couleurs en fait. Vous comprenez, si vous vous en sortez très bien avec la déco, les ballons et tout ça, alors vous pouvez partir sur ce principe-là. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas le faire à une décoratrice événementielle et elle se charge de vous réaliser
vos souhaits. D'accord. Merci beaucoup, Madame Aurore Akplogan, décoratrice d'intérieur. Je retiens que pour le blanc, il faut du beige, du marron, du gris. Et que pour le rose, fuchsia par exemple, il faut du rose saumon. Donc je dirais que j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup d'être passée. Merci Rebecca de nous avoir reçus. Au plaisir. Alors, elle parlait tout à l'heure de la décoratrice d'intérieur ou d'événementiel selon. Je voudrais savoir, est-ce qu'un décorateur d'intérieur ne peut pas en même temps être un décorateur d'événementiel? Ça dépend. Dans le sens où ça dépend du type d'événement. Je suppose que c'est juste pour un cadre romantique, comme vous avez eu à le dire, où il faut juste étaler les pétales et tout ça. Mais je suppose que vous avez un mariage par exemple. Il faut une décoration spécifique et bien élaborée. D'accord. Et en son temps, je ne pense pas que le décorateur puisse avoir les idées claires. Chaque chose à sa place. D'accord. Il faut une spécialiste pour chaque domaine, chaque activité. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de décoratrice d'intérieur et de décoratrice événementielle. Merci Jennifer. Merci également à vous pour la présence, Madame Akplogan. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Toute l'équipe technique de réalisation et d'animation de cette tranche vous remercie pour votre fidélité à cette émission Le Rendez-vous de midi. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.